Bonjour chers étudiants, je vous retrouve pour un dernier cours d'introduction au thème de l'année prochaine, la force de vivre, qui sera consacré aux contemplations de Victor Hugo. Alors, je vous avais proposé deux cours, un cours sur Svetlana Alexievitch et un cours sur Nietzsche. Il fallait donc que je clôture ce projet. Alors, je rappelle que mes étudiants bénéficieront d'un petit cours supplémentaire qui sera d'introduction au texte d'Alexievitch, puisque j'avais proposé un cours général d'introduction à sa poétique, à sa manière d'écrire, mais je n'avais pas ciblé sur le texte sur Tchernobyl. Donc, c'est quelque chose que je vais être amenée à faire dans les semaines à venir. Alors, vous m'excusez un petit peu pour le retard que j'ai pris, mais moi aussi, j'ai besoin de prendre des vacances et de me ressourcer avec ma famille. Donc voilà pour ce cours que je vous propose, qui sera donc l'avant-dernier, puisqu'il y aura une petite synthèse sur Alexievitch qui suivra. Alors, ce cours, je l'ai composé en deux temps. Un premier temps où je rappelle les étapes importantes de la vie très tumultueuse de Victor Hugo, qui justifie d'ailleurs aussi cette vie, que l'on se penche sur cet auteur pour traiter de la question de la force de vivre, puisque c'est un homme dont la vie n'a pas été un long fleuve tranquille, et je vais essayer de vous le montrer dans un premier temps. Donc ce premier temps, je l'ai intitulé « Une vie tumultueuse ». Et dans un second, que j'ai intitulé sobrement « Les contemplations », je vous montrerai dans un premier moment, petit a, quel a été le projet initial d'Hugo, sa démarche, on va dire, globale, contexte d'écriture, on va dire, pour simplifier. Ensuite, j'ai répondu à la question « Qu'est-ce que les contemplations ?» Cette question, Hugo se la pose à lui-même dans la préface de l'ouvrage, que je vous invite bien évidemment à lire et relire de votre côté, et dont je ferai une lecture, puisque c'est un texte assez court qui fait une page, que je commenterai assez largement. Et enfin, dans un troisième temps, j'analyserai avec vous la structure de l'ouvrage pour vous rendre cette lecture plus facile, pour que vous puissiez comprendre les enjeux aussi de ce que vous allez lire, puisque c'est la partie 4 et la partie 5 seulement des contemplations que vous avez au programme, ce qui bien évidemment se justifie, on va le voir, mais suppose peut-être d'avoir un peu une idée de ce qu'étaient les 3 premiers livres et de ce que sera le 6e. Donc voilà pour le programme des réjouissances. Alors d'abord la vie tumultueuse d'Hugo, c'est vrai que j'ai eu envie de partir de là, pas seulement parce que c'est une vie riche, mais c'est aussi une vie qui a été extrêmement douloureuse et qui justifie pleinement qu'on aille donc s'intéresser à cette figure dans le cadre de notre thème. Alors Hugo, j'ai l'impression d'enfoncer un peu des portes ouvertes en parlant d'Hugo parce que tout le monde le connaît, mais finalement est-ce qu'on connaît bien le détail de sa vie? Voilà ce qui justifie peut-être que je commence par cette démarche biographique. Donc il est né le 26 février 1802, donc le siècle avait 2 ans, comme il le dit lui-même, à Besançon, et il est mort le 22 mai 1885 à Paris. Il a eu, donc vous le constatez, une vie assez longue puisqu'il a vécu 83 ans, mais une vie qui, je vous le suggérais, n'a pas été une vie facile. Sa vie, d'abord, est celle d'un enfant fragile. Il est né assez fragile. Lorsque le siècle avait 2 ans, il est le benjamin d'une famille où il y a déjà 2 autres garçons, Abel et Eugène. Et sa vie est un peu chaotique parce qu'il est obligé de suivre son père en déplacement. Son père est un militaire de haut rang, il est général d'Empire à la fin de sa carrière, et donc il est amené à faire de nombreux déplacements entre les grandes cités de l'Empire, Naples, etc., et en Espagne beaucoup également, où Hugo vivra toute une partie de sa vie. Sa mère se sépare de son époux, donc il y a bien évidemment cette première cassure qui est la séparation de ses parents. Il va rentrer, cet enfant Hugo, à Paris avec sa mère qui y rejoint son amant. Victor Fano de la Horie, donc, qui porte le même nom, vous le voyez, le même prénom que Victor Hugo. Et ce monsieur, Victor Fano de la Horie, est un homme très bon qu'il aimera comme un second père. Il apprend très jeune, Hugo, à versifier. Il compose ses premiers vers de poésie. Il est autodidacte. Alors c'est vrai qu'il suit le collège, l'école et le collège, mais il a une pratique poétique à côté donc, de son activité scolaire. Et à 14 ans à peine, il note dans un journal intime « Je veux être Chateaubriand ou rien ». Donc vous voyez l'ambition littéraire qui est la sienne, Chateaubriand étant le grand auteur de la période. Il participe, Hugo, avec cette ambition très personnelle à divers concours de poésie. Il se fait remarquer sans en gagner forcément d'ailleurs beaucoup, mais embrasse assez rapidement la carrière littéraire, même s'il avait un certain talent pour les mathématiques, puisqu'on sait qu'il a suivi des cours de classe préparatoire à Louis le Grand en maths, mais a obliqué vers la littérature.
Dès 19 ans, il publie un premier recueil de poésie qui s'appelle Odes et qui reçoit une pension de la part du roi de l'époque qui est Louis XVIII. Cette pension, bien évidemment, l'encourage à poursuivre dans cette carrière littéraire. Il a également une activité journalistique avec ses frères, puisqu'avec ses frères, il va fonder une revue qui est ultra, donc ça veut dire qu'elle est royaliste. Cette revue s'intitule Le Conservateur littéraire, et en effet, la carrière politique bien connue de Hugo est assez complexe, puisqu'il commence par être royaliste convaincu dans sa jeunesse, et puis ensuite deviendra le fameux républicain que nous connaissons tous. À 19 ans, il perd sa mère, on est en 1821. Il est très affecté par cette perte parce que, comme on l'a vu tout à l'heure, il était assez distant de son père qui avait cette carrière militaire en Europe et avait vécu toute son enfance avec sa mère à Paris. Donc c'est un premier décès qui l'affecte beaucoup. Il décide, durant la même période de ce décès, d'épouser une amie d'enfance qui s'appelle Adèle Fouché et qui lui donnera les 5 enfants que nous connaissons, dont Léopoldine. Alors, ces 5 enfants sont Léopold, petit Léopold qui est mort très tôt puisqu'il avait 4 mois, donc il est presque un enfant mort-né. Alors, il est né en 1823, il meurt la même année, 4 mois plus tard. Donc, Léopold a une très très courte vie. C'est toujours un deuil immense, mais c'est vrai que la mortalité infantile était très forte durant cette période, si bien que dans les familles, il était assez coutumier de perdre des enfants en bas âge. Léopoldine, qui donc est, vous le voyez dans cette filiation à Léopold, elle naît l'année d'après, en 1824. Elle meurt en 1943 à 19 ans, et vous savez à quel point c'est un des moments clés qui justifie la composition des Contemplations, nous y reviendrons. Il y a Charles également, qui naît 2 ans plus tard, en 1826, et qui meurt assez jeune également, à 45 ans, en 1871. François-Victor, donc le second fils d'Hugo, né en 1828, qui meurt aussi comme son frère à 45 ans en 73. Et enfin, la dernière née, c'est Adèle. Adèle qui porte, vous le voyez ici, le nom de sa mère. Elle est née en 1830. Elle est la seule enfant à survivre à son père, puisque je vous le disais, son père est mort en 1885, Victor Hugo. Elle meurt en 1915 et elle est la seule enfant à avoir survécu à son père, alors que tous les enfants qui lui sont nés, il les a vus mourir les uns après les autres, ce qui est une épreuve immense. Alors, j'en arrive à sa carrière littéraire. Sa carrière littéraire, elle est marquée par des combats qui sont autant des combats d'ordre esthétique que politique. Le premier combat est mené lors de la parution en 1827 de sa pièce Cromwell, qui parle d'un grand tome britannique, républicain. Cette pièce est étonnante du point de vue de sa facture, puisqu'elle ne correspond pas aux conventions classiques de règles d'unité de temps et de lieu. Et il est vrai que la position d'Hugo, c'est de combattre les conventions héritées du classicisme, ce qui fait qu'il jette en quelque sorte les bases du drame romantique, dont il sera l'un des promoteurs, ainsi que Musset par exemple. Hugo défend dans la préface de cette pièce de théâtre Cromwell le laid, la vérité plutôt que le beau. Il faut pouvoir dire la vérité c'est aussi la laideur, c'est aussi le malheur. Il n'y a pas que du beau et de l'harmonie dans le monde, et c'est ce qu'il reproche notamment au classicisme, qui idéalise les formes, qui enjolive, qui embellit le réel, et ne le considère pas dans sa vérité. Donc c'est au nom de la vérité qu'il défend le laid, le malheur dans son œuvre. De, on va dire, 1830 à 43, date fatidique de la mort de Léopoldine, Hugo se consacre presque exclusivement, je dis presque, au théâtre, c'est-à-dire que c'est vraiment dominant dans sa pratique littéraire. On a bien évidemment la pièce de 1830, Hernani, qui fait scandale et qui déclenche la fameuse bataille d'Hernani. Peut-être dans vos cours de français avez-vous abordé cette question de la lutte entre les classiques et les modernes, dont nous parlions à l'instant, qui s'incarne tout à fait dans la fameuse bataille d'Hernani, débat littéraire houleux, où chacun essaie de prendre son camp, de tenir sa position. Alors il se trouve que Hernani est donné donc dans des théâtres parisiens et que les représentations sont assez systématiquement chahutées.
il est difficile pour Hugo de donner ses pièces sans qu'elles ne fassent systématiquement scandale. Durant cette période, il est tellement peut-être investi dans sa pratique théâtrale que son épouse Adèle se détourne un peu de lui et devient la maîtresse d'un critique d'art très important, d'un critique littéraire très important qui est Sainte-Beuve. Hugo, petit à petit, en fait son ennemi, sans doute blessé par cet adultère. En 1833, il rencontre celle qui deviendra sa maîtresse de toujours, Juliette Drouet. Tous deux passent ensemble chaque année une nuit qui est la nuit de leur première rencontre, une espèce d'anniversaire symbolique. Ils se retrouvent pour cette date anniversaire et ont même écrit ensemble tendrement un livre de l'anniversaire où ils consignent tous leurs rendez-vous durant des dizaines d'années. Hugo, je vous le disais, donc, dans cette période très faste de création théâtrale, a cependant du mal à toucher un vaste public. Pourquoi ? Parce que le public est assez peu sensible au drame romantique et très attaché encore au classique. Il est souvent sifflé à la fin de ses représentations ou critiqué dans la presse. Pourtant, il persiste et signe en publiant et en donnant plusieurs pièces. Je vous donne rapidement leurs titres, même si ça n'est pas central pour nous cette année. Marion Delorme, Le Roi s'amuse, Marie Tudor, Lucrèce Borgia, Angelo Tyran de Padoue et Ruy Blas. Alors c'est vrai que, pourquoi il poursuit ? Eh bien, il poursuit parce que des admirateurs s'expriment aussi vigoureusement que le public a l'air d'être tiède. Donc il est dans le milieu un auteur respecté et qui fait finalement à la fois le bonheur des connaisseurs et le malheur de ceux qui sont encore attachés à la manière ancienne. En 1831, il publie cependant un roman d'importance que vous connaissez tous parce qu'il a été mis en scène dans des films et comédies musicales, Notre-Dame de Paris. 1831, période théâtrale, je vous le disais, intense, mais un roman donc, qui sort tout de même et qui donne à voir, entre autres, je ne peux pas le résumer ici, à voir la misère humaine, morale et physique, les bas-fonds de Paris, pensez à la fameuse Cour des miracles. Donc il est sensible à des causes sociales, à la misère humaine, et c'est vrai que cet aspect, on va dire, de sa sensibilité et de son empathie à l'endroit des pauvres gens se vérifie toute son existence. Il donne également quelques recueils de poésie durant cette période dominée par le théâtre. Je vous en donne les titres brièvement. Feuilles d'automne, Les Orientales en 29, Le chant des crépuscules, Les chants du crépuscule en 35, Les voix intérieures en 37, Les rayons et les ombres en 40. Donc il n'abandonne pas, vous le voyez, chacun des grands genres littéraires qu'il affectionne, mais on est dans une dominante plutôt théâtrale. Il accède à l'Académie française en 1841, c'est une forme de consécration. En 1943, il monte une pièce de théâtre qui n'aura pas le succès qu'il espérait, qui sont les Burgraves. Il est amer de cette méprise à l'endroit de son théâtre, de cette incompréhension de son théâtre et du peu de succès de cette pièce. Il écrit également un très court roman que je vous invite à lire parce que c'est magnifique, c'est Le dernier jour d'un condamné, où il exprime déjà son dégoût à l'endroit de la peine de mort, cause politique qui sera omniprésente dans son œuvre. Alors nous arrivons à cette date fatidique de 43, échec des Burgraves et 43 surtout, mort de sa fille. Un événement qui va clôturer cette période extrêmement féconde que je viens de vous décrire. Léopoldine, donc fille d'Adèle Fouché et de Victor Hugo, est née en 1824, le 28 août. Très tôt, dès son adolescence, à 14 ans, elle a fait la rencontre de Charles Vacquerie, qui était le fils d'un armateur du Havre, qui était un peu plus âgé qu'elle, puisqu'il avait 7 ans de plus, il avait 21 ans. Et lorsqu'ils se sont rencontrés, donc en 1938, ils sont immédiatement tombés amoureux l'un de l'autre. Mais elle avait 14 ans, et c'était un peu trop tôt pour se marier, si bien que les époux Hugo ont demandé à ce que les jeunes gens patientent avant de se mettre la bague au doigt, ce qu'ils font donc le 15 février 1843, quelques mois avant le drame que vous savez, dans l'église Saint-Paul à Paris. Le 4 septembre donc, 1843, Charles, vers 10h du matin, embarque sur la Seine
avec son oncle Pierre Vacry, qui est un ancien marin et qui est à la commande de leur petite embarcation, une espèce de canot de course, dit-il. Et les accompagne également le jeune fils de l'oncle de Charles, qui s'appelle Arthur et qui a 11 ans. Ils doivent tous les trois aller à une demi-heure de là, chez un notaire, pour régler des affaires liées au mariage des deux époux. Et comme ils sont à une demi-heure de bateau, c'est plus simple de faire ça par bateau que par voie terrestre. Ils demandent Charles à Léopoldine si elle a envie de les accompagner, mais elle refuse d'abord parce qu'elle n'est pas habillée, elle n'est pas prête. Et ils partent sans elle. Cependant, Charles réalise qu'il manque du lest à l'intérieur de l'embarcation. Donc il retourne chez lui, récupère quelques grosses pierres dans le jardin, prend ces pierres et à ce moment-là, Léopoldine, qui s'est habillée entre-temps, s'est ravisée et a envie de les accompagner, ce qu'elle fait. Le temps est très très calme et le vent très très faible, si bien qu'il a du mal à gonfler la voile de l'embarcation et ils vont arriver assez tardivement chez le notaire, ils mettent du temps parce que le vent souffle très très peu. L'entrevue avec le notaire se passe et ce dernier, ne voyant pas le vent se lever, leur conseille d'emprunter leur voiture pour rentrer plutôt que de reprendre leur bateau. Mais ils refusent et s'embarquent à nouveau donc, dans le fameux canot. L'oncle est de gouvernail et lorsqu'ils reviennent donc vers chez eux, à Villequier, ils passent entre des collines et entre des collines s'est formé un léger tourbillon de vent qui a pris de plus en plus d'ampleur et ce tourbillon de vent qui se lève s'abat sur leur voile et fait chavirer le canot. Léopoldine bascule par-dessus bord. Charles, qui est un excellent nageur, plonge pour essayer de la rattraper. Il remonte à la surface, hurle, crie autour de lui pour alerter, replonge et fait ça 6 fois. C'est un échec, il n'arrive pas à aider Léopoldine à remonter à la surface, sans doute qu'elle est empêtrée dans ses robes, vous savez que les habits du 19e siècle étaient très volumineux. Il cherche à sauver sa femme en vain et lors de son dernier plongeon, il sombre avec elle à jamais. Meurt également Arthur, 11 ans, son père, l'oncle de Charles, 62 ans, et donc la fille d'Hugo, 19 ans, et Charles Vacry, qui avait 26 ans à l'époque. Ils sont à 2 pas de la maison, et les parents de Charles, qui étaient sur le perron de leur maison, ont vu l'embarcation sombrer petit à petit sans y croire. Ces 2 individus vont être enterrés au cimetière de Villequier. Ils sont enterrés dans le même cercueil, tout un symbole. Et dans un premier temps, Hugo, qui était en voyage dans les Pyrénées espagnoles, n'a pas accès à cette nouvelle. Alors il y a très peu de moyens de communication à l'époque, hein, bien évidemment, donc on apprend les nouvelles sur le tas. Et c'est en rentrant de voyage avec sa maîtresse Juliette Drouet qu'il apprend la mort de sa fille 4 jours plus tard, donc le 9 septembre 1943, dans la presse. Ce qui, bien évidemment, est des plus choquants pour lui. Il ouvre le journal Le Siècle. Il est à l'époque à Rochefort, dans la ville de Rochefort, au café de l'Europe. Et il apprend la nouvelle de la mort de sa fille dans le journal. Donc vous pouvez imaginer comment vous pouvez être à l'issue de cette nouvelle. Il est absolument terrassé de douleur. La mort de Léopoldine, d'ailleurs, a beaucoup marqué également la jeune sœur Adèle, qui est longtemps décrite d'ailleurs dans les Contemplations, puisqu'on vous décrit les 2 sœurs lisant la Bible ensemble, etc. Adèle, qui à l'époque est âgée de 13 ans, est extrêmement ébranlée par la mort de sa grande sœur, et sa santé psychique sera altérée à jamais, puisqu'elle a vécu très très longtemps. C'est elle qui meurt en 1915, qui survit à son père, mais elle meurt en hôpital psychiatrique, où elle a passé plusieurs décennies. À partir de cette triste date, donc du 9 septembre 1843, je parle du 9 parce que c'est le moment où Hugo lui-même a appris la nouvelle, eh bien, il cesse d'écrire. Il ne produit plus rien, ni théâtre, ni roman, ni poésie. L'échec des Burgraves y est sans doute aussi pour quelque chose, mais c'est surtout la mort de sa fille qui le détourne de l'écriture. Il ne peut plus s'exprimer, il n'est que douleur et accablement. Sa réaction va être de se tourner vers la politique. Il a besoin d'aider, il a besoin de s'investir dans l'action pour ne pas sombrer complètement. Et donc, la carrière politique va vraiment se dessiner à partir de cette période-là. Je rappelle quelques éléments que je vous ai évoqués tout à l'heure, à savoir que sa mère l'avait élevé dans l'amour du royalisme. Hugo est très proche de Louis-Philippe et il se laisse
assez convaincre par les bienfaits du royalisme durant sa période d'enfance et d'adolescence. Puis petit à petit, eh bien, tous les travaux autour de la démocratie naissante l'interpellent, l'intéressent. Il devient maire du 8e arrondissement parisien, donc il s'engage en politique, vous le voyez, en ayant ce mandat de maire, et devient député de la Seconde République, et à l'occasion de cette députation, il s'engage de plus en plus en faveur de la République, même s'il fait partie des conservateurs, c'est-à-dire que dans l'hémicycle, il siège encore dans la partie des conservateurs. Pendant les émeutes de 48, la fameuse révolution de 48, avec une première phase en février, une deuxième phase en juin. En juin, il est député déjà, et il est chargé par l'État de rétablir l'ordre, ce qui concrètement revient à lancer une politique de répression policière. Il la lance bien évidemment, mais la désapprouve au fond de lui, et aura toujours eu le regret d'avoir participé à cette sanglante répression de juin 48, c'est un moment sombre de son existence avec lequel il était fondamentalement en désaccord. Il fonde, durant la même année, en août 48, un journal qui s'appelle L'Événement, dans lequel il fustige cette même politique de répression à laquelle il a dû participer un peu malgré lui. Et il fustige également toute une agression à l'endroit de la liberté de presse, parce que des lois ont été votées en 1948 qui limitent la liberté de presse, à laquelle il est très très attaché. Il va soutenir la candidature, dans un premier temps, de Louis-Napoléon Bonaparte, le neveu de Napoléon, qui deviendra Napoléon III, parce qu'il voyait en lui un républicain ouvert et il soutient donc cette élection dans un premier temps à la présidence de la République de Louis-Napoléon Bonaparte. Il est élu en décembre 1948, mais dès que Louis-Napoléon Bonaparte va virer de bord pour relancer une politique, on va dire, autoritariste, qui sera le fondement de l'Empire à nouveau, puisqu'il va créer ce qu'on appelle le Second Empire et devenir Napoléon III. Là, Hugo va faire sécession. Il ne va pas pouvoir supporter cette trahison de la République. Pour lui, le coup d'État de Napoléon III, le 2 décembre 1851, est odieux. Il apparente d'ailleurs dans ses textes à un tyran ou à un despote qui est responsable de l'échec de la République telle qu'il l'espérait. Il organise d'ailleurs contre Napoléon III maintenant, puisqu'il se fait appeler Napoléon III, puisque l'Empire est rétabli, il organise, Hugo, une résistance républicaine, mais qui va échouer et qui va le conduire à devoir s'exiler, puisque l'État est contre lui, que Napoléon veut sa peau. Il va dans un premier temps s'exiler en Belgique, à Bruxelles en particulier. Il apprend là-bas qu'il a été officiellement banni de France, c'est ce qu'on appelle être proscrit, la proscription. Il va choisir de partir de Bruxelles parce que il entend bien que le gouvernement bruxellois belge veut être en bonne entente avec le gouvernement français de Napoléon III, et que ce personnage d'Hugo-là, on n'arrive pas à le défendre. Donc il comprend qu'il a besoin de partir de ce lieu, et il va choisir une île anglo-normande. Donc je vous rappelle que l'île de Jersey se situe au nord de la Normandie, dans la Manche, et cette île, excusez-moi, je raconte n'importe quoi. Cette île est sous la protection de l'Angleterre. L'Angleterre, à l'époque, n'est pas l'alliée de la France. Elle va le devenir entre-temps, mais elle est un lieu où il se sent à l'abri sous la protection de l'Angleterre. Et puis en plus, on y parle français, ce qui lui permet quand même de maintenir un confort de vie suffisant. Il va écrire là-bas un célèbre pamphlet extrêmement virulent contre Napoléon, qu'il appelle Napoléon le Petit, par opposition au grand Napoléon Ier. Il commence également la rédaction d'un texte fabuleux que vous connaissez tous et qui est Les Misérables. L'Empire est officiellement rétabli en novembre 1952, donc cette fois Napoléon Bonaparte devient Napoléon III, et c'est une période durant laquelle Napoléon III accepte que les individus qui ont été proscrits pour opposition politique puissent rentrer sur le sol français. Le fasse à une condition, c'est qu'ils ne soient plus des opposants politiques. Donc cette espèce d'amnistie des proscrits
se fait sous condition, vous le voyez, j'accepte que mes opposants politiques reviennent sur le sol français, une condition, c'est qu'ils ne soient plus des opposants politiques. Et Hugo va refuser fermement cette amnistie sous condition. Et d'ailleurs, dans les années 1870, il défendra une amnistie radicale, où on pardonne absolument aux opposants politiques leurs idées. Il écrit également un texte à charge contre Napoléon III qui s'intitule « Les châtiments » et qui est d'une violence politique radicale. À la fois, ce texte s'adresse à Napoléon, mais également à l'Église, qu'il dit asservie au pouvoir. Donc une double critique, qui fait d'ailleurs hésiter son éditeur à publier le texte, parce que c'est un texte très houleux. Le texte d'ailleurs est interdit en France, mais Flaubert et Louis Collet, qui sont des amis de Victor Hugo, ont réussi à l'introduire, ce texte, sur le sol français en douce. Tout en vivant à Jersey, il n'hésite pas à critiquer la politique de la reine Victoria, qui est donc responsable de l'île de Jersey, puisqu'elle est sous protection anglaise, parce que la reine Victoria a accepté des condamnations à mort qu'il juge, lui, Hugo, absolument injustes, iniques, et sa position heurte les Britanniques. Il se sent finalement un peu mal sur cette terre anglaise, de plus en plus en désaccord avec la politique de la reine Victoria, si bien que le 31 octobre de la même année, en 1952, sous la pression des Britanniques, il décide de partir pour l'île de Guernesey, qui se situe à quelques encablures de Jersey, mais qui est française, et il part avant d'en être expulsé de Jersey pour sauver son honneur. C'est dans ce contexte de l'île de Guernesey que les Contemplations vont être publiées. La publication des Contemplations, c'est 1856. Et le succès va être immense de ce texte des Contemplations, au point d'ailleurs que, grâce à ses droits d'auteur, il a pu acheter sur cette île une propriété. Ces années sont des années très difficiles pour lui, les années passées sur les îles de Jersey et de Guernesey. Mais sur Guernesey, il vit un moment de grande fécondité littéraire, puisque, je vous le disais, après avoir publié Les Châtiments en 1953, alors qu'il était encore sur l'île de Jersey, il prend à cœur le projet des Contemplations, publié en 1956, mais également un très beau recueil de poèmes qui s'appelle La Légende des siècles, et qui va être publié en 1859. Date 1859, durant laquelle il réaffirme son refus de l'amnistie accordée aux proscrits par Napoléon III, et il se dit en cela fidèle à tout ce qu'il a écrit précédemment, notamment ce célèbre vers d'un recueil qui s'appelle Ultima Verba, et s'il n'en reste qu'un, je serai celui-là. Vous connaissez sans doute la formule, c'est-à-dire que voilà, il sera peut-être le seul proscrit à n'être pas rentré en France, mais il a envie de sauvegarder son honneur et de ne pas rentrer en se muselant politiquement lui-même. S'il n'en reste qu'un, je serai celui-là. Vous connaissez peut-être également une autre formule, je resterai proscrit voulant rester debout. Toujours la question de la dignité. Il publie, après de longues années d'écriture, Les Misérables en 1962. Et au cours de la même année, il intervient à plusieurs reprises, notamment contre la peine de mort. Son esprit est ensuite occupé par deux travaux d'importance. Un travail préparatoire pour un ouvrage qui s'appelle 93 et la rédaction de son ouvrage sur William Shakespeare. Juliette Drouet, dès 1864, l'a rejoint sur l'île de Guernesey et s'y est installée. Elle a acheté une maison là-bas. Et on sait que Guernesey est une île dans laquelle Hugo a rencontré des petites gens, des gens qui étaient souvent des pêcheurs, très humbles, mais il a eu envie de les valoriser et il l'a fait dans un roman intitulé « Les travailleurs de la mer » qu'il publie en 1866. Politiquement, il s'exprime très très peu. Il se consacre essentiellement à ses œuvres de littérature, mais sa production est prolifique. Alors on a une année très triste pour lui, qui est l'année 1868. C'est une année de tristesse pour Hugo parce que son petit-fils meurt en avril de cette année et son épouse en août. Donc 1868, voilà, marqué d'une pierre noire. En 69, d'autres fils d'Hugo et lui-même décident de fonder un journal d'opposition politique qui s'appelle Le Rappel. Donc il se relance en politique durant une période où en effet le pouvoir de Napoléon III s'affaiblit. On est à quelques temps de la déclaration de la guerre contre la Prusse. Donc c'est vrai que c'est une période d'affaiblissement de l'autorité de Napoléon III. Donc la guerre contre la Prusse éclate. Après la défaite, l'exil d'Hugo prend fin. Donc il va pouvoir enfin rentrer en France, et cette fois sans condition.
mesurer la dureté de l'existence d'Hugo, qui quand même a connu à peu près 19 ans d'exil. C'est dans une vie, c'est immense. Les Parisiens, lorsqu'ils rentrent, lui font un accueil triomphal. Il participe activement à la défense de la ville assiégée par les Prusses. Il n'a pas assisté à la Commune en 71, parce qu'il était en Belgique puis en Luxembourg durant la période de ce moment révolutionnaire. Il a pu achever des ouvrages durant cette période également, 93 notamment. Il se rend également à nouveau à Guernesey, où il a pris ses habitudes. En 73, il revient à Paris pour se relancer en politique et se consacre en parallèle à l'éducation de ses deux petits-enfants, Georges et Jeanne, ce qui lui inspire un recueil très beau, qui est le dernier grand recueil de Victor Hugo. Vous le connaissez sans doute, c'est L'Art d'être grand-père, qui est un petit texte magnifique sur l'éducation des enfants. Le 30 janvier 1976, il devient sénateur et milite pour l'amnistie sans condition. Il poursuit une carrière politique, on va dire, en demi-teinte, et meurt en 1885, alors qu'il incarne aux yeux de tous les Français la République retrouvée, puisque depuis 81, Jules Ferry, vous connaissez ça, eh bien, on est entré dans la Troisième République, 80-81. Donc il est le symbole de la République retrouvée, il est également le symbole de la littérature libérée de tous ses carcans, puisqu'il incarne le grand renouveau romantique et aussi la libération politique de la parole. Conformément à ses dernières volontés, il va être enterré dans le corbillard des pauvres. Il tient à être humblement enterré. Il reçoit cependant des obsèques nationales et va être conduit au Panthéon, mais dans un corbillard extrêmement simple. Apparemment, 2 millions de personnes ont voulu accompagner Hugo jusqu'à son dernier grand lieu, le Panthéon. 3 jours avant sa mort, il meurt d'une congestion pulmonaire, il me semble. Il a écrit cette phrase que je trouve magnifique et qui laisse à méditer: aimer, c'est agir. Aimer, c'est agir. Alors, cette action, il l'a menée à de très nombreux niveaux, vous le savez, en s'engageant politiquement, en s'engageant littérairement. Et selon la légende, sur son lit de mort, il a prononcé les mots suivants: c'est ici le combat du jour et de la nuit. Je vois de la lumière noire. Lumière noire, il semble que vous le voyez, la vie de Hugo se soit achevée sur un magnifique oxymore. Voilà pour cette vie, vous le voyez, complexe, houleuse. J'en arrive maintenant à l'analyse des contemplations en tant que texte. Un projet initial d'abord et le contexte d'écriture. Dès 1840, Hugo a le projet d'un recueil qui s'intitulerait « Les contemplations d'Olympio ». Alors, Olympio, qu'est-ce que c'est? Olympio, c'est un nom, vous le voyez, d'origine grecque, qui renvoie à l'Olympe, manifestement. C'est le nom qu'il se donne à lui-même lorsqu'il veut saisir sa propre intériorité. Si vous voulez, c'est comme s'il s'était donné une espèce d'alter ego poétique ou de moi lyrique auquel il aurait donné un nom. Donc, le premier projet, ça a été d'écrire les contemplations d'Olympio. Mais le projet n'a pas abouti dans les années 1840. Parce que c'est vrai que cette période, marquée par la mort de Léopoldine, l'oriente vers la politique et vers l'extériorité. Son moi est tourné vers l'extérieur, alors que Olympio incarne la subjectivité intérieure, la profonde intériorité. Donc il n'était sans doute pas prêt pour se replier sur soi et voir au fond de son cœur. Les deux événements, bien évidemment, qui entraînent un repli d'Hugo vers cette intériorité, vous les connaissez, la mort de sa fille, et celle, symbolique cette fois, de la République avec le coup d'État de Napoléon III. Maintenant que Napoléon III est au pouvoir, il ne peut plus agir politiquement. Il était un grand acteur de la République, de la Seconde République naissante, mais maintenant, il n'a plus les moyens d'agir politiquement, donc son moi extérieur est en quelque sorte bridé. Il n'agira que dans l'ombre, en critiquant de très très loin, du fait de son exil, qui, dit-il, est une espèce de longue insomnie. Voilà comment il vit son exil. Donc l'exil qu'il va vivre à partir de ce moment-là, c'est un des grands malheurs de son existence, qui justifie tout à fait l'écriture des méditations, puisqu'il s'est replié hors la société parisienne, hors la société tout court, dans un exil radical sur une île. Donc la dimension insulaire permet d'insister beaucoup sur la dimension de solitude radicale que vit ici Victor Hugo. Et dans cet exil, qu'il compare à une espèce de longue insomnie, je le cite ici, eh bien, il y a point de repos. Une insomnie, vous êtes d'accord, c'est quand on ne dort pas, donc il n'y a pas de repos, il n'y a pas de sommeil réparateur, il n'y a pas de tranquillité de l'âme. On est loin ici
d'un bonheur de l'exil, alors qu'il pourra envisager d'ailleurs, nous le verrons plus tard, des aspects positifs à son exil. En effet, pourquoi c'est malheureux l'exil? Parce qu'il est loin de tout. Il est loin de sa patrie, il est loin de ses amis, il est loin de sa famille, et il est loin de Léopoldine, parce que Léopoldine, elle a été enterrée à Villequier. Donc il n'est même pas sur le sol où est enterré sa propre enfant. Cependant, et ça c'est quelque chose que j'aimerais pointer parce que ça permet de dialectiser un petit peu la position de Hugo par rapport au malheur, dans son exil, dans son statut de proscrit, si malheureux soit-il, il essaie toujours de trouver de la positivité. Et je voudrais vous lire un extrait d'une lettre à David d'Angers, en avril 54, donc on est en pleine période d'exil. Il écrit ceci: « Cher ami, enviez-moi tous, ma proscription est bonne, et j'en remercie la destinée. » Et cet énoncé, j'en remercie la destinée, me semble très nietzschéen, une forme d'acquiescement à ce qui est subi, pour en trouver donc la part d'élévation, la part de grandeur. On peut sortir grandi d'une expérience d'exil. Il le dit également dans ses carnets de la même année, dans les carnets de décembre 54, on trouve cette phrase: « Je trouve de plus en plus l'exil bon. Je mourrais peut-être dans l'exil, mais je mourrais accru. » Cette phrase sur cet accroissement de l'être, elle a des accents nietzschéens. Alors, j'en arrive cette fois au chef-d'œuvre des Contemplations. Vous le voyez, c'est un livre qui est manifestement marqué par deux types d'exil, un exil politique et un exil affectif, puisqu'il est loin des siens et il est loin de celle qui lui manque plus que tout, à savoir Léopoldine. De ce point de vue-là, je pense que vous mesurez combien les Contemplations s'inscrivent parfaitement dans notre thème de l'année. La vie à Jersey dans un premier temps, puis à Guernesey dans un second temps, n'est pas facile. Ce sont des vies insulaires. On est au large de la Normandie, donc dans un climat un peu rude, un peu pluvieux. Les gens qui habitent là sont des gens un peu rudes eux-mêmes, des pêcheurs. Et il occupe, dit-il, une maison sans grand charme, une sorte de grand cube blanc très austère qui lui fait songer à un tombeau. Je voudrais vous lire un extrait d'une de ses poésies. Cette maison, lourd cube blanc à angle droit, avait la forme d'un tombeau. Et dans le poème Aurore, il dit de sa maison qu'elle est, je cite, « mêlée aux catacombes et adossée au mur de la ville des tombes ». Adossée au mur de la ville des tombes. Vous voyez, donc, c'est pas un lieu riant, c'est pas un lieu d'épanouissement pour lui. Elle lui évoque la mort, elle ressemble à un tombeau, cette maison, et elle est adossée à la ville des tombes. Pourquoi? Parce que Le Havre et Villequier sont de l'autre côté de la Manche, donc elle est adossée à la mort. Il est aussi, Hugo, durant toute cette période d'écriture des Contemplations, dans un état de pauvreté relative. Pourquoi? Parce qu'il est privé de revenus. Il ne peut plus éditer librement en France, il ne peut plus donner ses pièces ne sont plus jouées, il se sent isolé et financièrement un peu amoindri. Il lui faut d'ailleurs beaucoup de ténacité pour continuer à essayer de joindre ses alliés sur le sol français, ses amis, pour y faire entrer ses textes, souvent en clandestinité. Donc on sent à la fois un affaiblissement d'Hugo, mais une persistance dans l'être qui fait que malgré ce qui l'assaille en termes de douleur et de difficulté d'exister, n'empêche pas qu'il continue d'être tenace dans le maintien de ses amitiés, de son travail d'écriture et éventuellement, vous le voyez, dans cette politique qui consiste à faire passer ses textes coûte que coûte en France, quand bien même il serait sous le joug d'une censure. Alors j'en arrive à un deuxième point de ce grand 2, après le contexte, qu'est-ce que les contemplations? Et j'ai eu envie, non pas de m'exprimer sur ce point, mais de laisser parler Hugo lui-même, puisqu'il répond lui-même à cette question. Il la pose et il y répond. Pour cela, je vais vous faire une proposition, c'est de lire avec vous, ici même, le texte de sa préface. Nous la commenterons brièvement ensuite. Si un auteur pouvait avoir quelque droit d'influer sur la disposition d'esprit des lecteurs qui ouvrent son livre, l'auteur des Contemplations se bornerait à dire ceci: ce livre doit être lu comme on lirait le livre d'un mort. 25 années sont dans ces 2 volumes, Grande mortalis aevis patium. L'auteur a laissé, pour ainsi dire, ce livre se faire en lui. La vie, en filtrant goutte à goutte à travers les événements et les souffrances, l'a déposé dans son cœur. Ceux qui s'y pencheront trouveront leur propre image dans cette eau profonde et triste, qui s'est lentement amassée là, au fond d'une âme. Qu'est-ce que les contemplations? C'est ce qu'on pourrait appeler, si le mot n'avait quelque prétention, les mémoires d'une âme.
Ce sont en effet toutes les impressions, tous les souvenirs, toutes les réalités, tous les fantômes vagues, riants ou funèbres que peut contenir une conscience, revenus et rappelés, rayon à rayon, soupir à soupir, et mêlés dans la même nuée sombre. C'est l'existence humaine sortant de l'énigme du berceau et aboutissant à l'énigme du cercueil. C'est un esprit qui marche de lueur en laissant derrière lui la jeunesse, l'amour, l'illusion, le combat, le désespoir, et qui s'arrête éperdu au bord de l'infini. Cela commence par un sourire, continue par un sanglot, et finit par un bruit de clairon de l'abîme. Une destinée est écrite là, jour à jour. Est-ce donc la vie d'un homme? Oui, et la vie des autres hommes aussi. Nul de nous n'a l'honneur d'avoir une vie qui soit à lui. Ma vie est la vôtre. Votre vie est la mienne. Vous vivez ce que je vis. La destinée est une. Prenez donc ce miroir et regardez-vous-y. On se plaint quelquefois des écrivains qui disent « moi ». Parlez-nous de nous, leur crie-t-on. Hélas, quand je vous parle de moi, je vous parle de vous. Comment ne le sentez-vous pas? Ah, insensé qui croit que je ne suis pas toi. Ce livre contient, nous le répétons, autant l'individualité du lecteur que celle de l'auteur. Homo sum. Traverser le tumulte, la rumeur, le rêve, la lutte, le plaisir, le travail, la douleur, le silence, se reposer dans le sacrifice et là, contempler Dieu. Commencer à foule et finir à solitude. N'est-ce pas les proportions individuelles réservées l'histoire de tous? On ne s'étonnera donc pas de voir, nuance à nuance, ces deux volumes s'assombrir, pour arriver cependant à l'azur d'une vie meilleure. La joie, cette fleur rapide de la jeunesse, s'effeuille page à page dans le tome premier, qui est l'espérance, et disparaît dans le second tome, qui est le deuil. Quel deuil? Le vrai, l'unique, la mort, la perte des êtres chers. Nous venons de le dire, c'est une âme qui se raconte dans ces deux volumes. Autrefois, aujourd'hui, un abîme les sépare, le tombeau. Victor Hugo, Guernesey, mars 1856. Donc je vous le disais, rien ne vaut la mobilisation ici d'Hugo parlant lui-même de son œuvre. Qu'est-ce que les contemplations? Les contemplations, dit-il, c'est les mémoires d'une âme. Et dans une lettre à son éditeur Hetzel, du 31 mai 1855, il écrit ceci. « Il faut frapper un grand coup. Et je prends mon parti. Comme Napoléon Ier, je vais donner ma réserve. Je vide mes légions sur le champ de bataille. Ce que j'ai gardé à part moi, je le donne, pour que les contemplations soient mon œuvre de poésie la plus complète. Mon premier volume aura 4500 vers, le second 5000, près de 10 000 vers en tout. Les châtiments n'en avaient que 7000. Je n'ai encore bâti sur mon sable que des Gizeh. Il est temps de construire Khéops. Les contemplations seront ma grande pyramide. » Alors j'ai relevé ces mots envoyés à son éditeur parce que la métaphore, bon, on sent bien sûr par-delà le mépris qu'il a pour Napoléon III, l'admiration qu'il a pour Napoléon Ier, conquérant l'Égypte et découvrant bien évidemment les grandes pyramides du plateau de Gizeh. Il est conscient, je crois, Hugo, de la grandeur de son projet. Il est conscient qu'il est en train de réaliser l'opus magnum de sa carrière politique. Les contemplations, c'est son chef-d'œuvre, c'est sa pyramide. Je vous rappelle que les contemplations sont un mot la contemplation est un mot qui a une connotation religieuse, une résonance religieuse, d'abord parce que ce mot vient du mot temple, et en tant qu'il est un temple, il a quelque chose d'architectural. Comparé ici les contemplations à une pyramide, cela s'entend dès le titre. Les contemplations sont un temple. Les pyramides de Khéops et sur le plateau de Gizeh, c'était des tombeaux. Et vous voyez donc là un lien manifeste. Si les contemplations sont Khéops, pour Hugo, une espèce de pyramide magnifique, c'est qu'il s'agit là d'un tombeau. Mais quel tombeau? Khéops est la plus grande des 3 pyramides du plateau de Gizeh. Et donc, il a l'impression ici, après ce poème des châtiments qui n'avait que 7000 vers, dit-il, d'accomplir donc son grand Khéops. Comme la pyramide, d'ailleurs, il le construit très sobrement et de manière symétrique. C'est un lieu de prière, un lieu de méditation sur la condition humaine qui est pleine de ces galeries obscures que sont les souvenirs, un petit peu comme les galeries qu'on trouve dans le ventre d'une pyramide.
Symétrie sur laquelle je reviendrai tout à l'heure lorsque je travaillerai sur la structure du texte, puisqu'il est composé de 2 parties absolument symétriques en effet. Je reviens sur qu'est-ce que contempler. Je vous ai dit que littéralement ça voulait dire être dans cum, avec. Le temple, templum, cum, templum. Ce cum, avec, suppose donc que pour celui qui a un regard ou une intelligence de contemplation, il y a une espèce d'immersion. On est avec le temple, on est avec ce qu'on contemple. On est complètement immergé dans ce qu'on admire. L'individu qui contemple est un individu absorbé par la contemplation. Il disparaît en quelque sorte dans ce qu'il admire et contemple. C'est une sorte de méditation très intime de la réalité. La contemplation, de ce point de vue-là, s'apparente à une sorte d'exercice d'admiration et de rêverie également, devant la beauté, devant la grandeur. Alors de quoi? La grandeur de la vie, la grandeur de la nature, la grandeur de Dieu. Ce sont les grands thèmes du romantisme par excellence, la contemplation de la nature, la contemplation de la vie, la contemplation de la divinité. Ce temple de la nature est ce dans quoi les romantiques se plongent pour que leur subjectivité, leur intériorité ne fassent plus qu'un avec leur être extérieur. La notion de temple désigne d'abord une partie du ciel. Pour fonder une cité, je vous rappelle dans l'Antiquité, lorsqu'on voulait fonder une cité, eh bien on regardait l'état du ciel. Qu'est-ce qu'on faisait? On allait prendre les augures et pour cela, il fallait observer une partie du ciel. Cette partie du ciel, on l'appelle templum en latin. On regardait d'ailleurs ce qu'il en était du vol des oiseaux dans ce ciel. Est-ce que les oiseaux venaient de droite, dexter? Et là, on avait donc, on va dire, un présage favorable. Est-ce qu'ils venaient de gauche, sinister? Et là, le temps était sinistre, donc il fallait écouter cet oracle négatif et ne pas s'engager dans l'action. Donc il y a vraiment cette dimension, on va dire presque étymologique du mot templum dans ce texte des contemplations, parce que templum c'est d'abord une partie de ciel, une parcelle de ciel, un carré de ciel dans lequel on interroge son avenir, on interroge le vol des oiseaux, on regarde le vol des oiseaux. Le terme latin c'est spicere qui a donné les auspices. Regardez spicere, le vol des oiseaux, pour en tirer des leçons sur l'avenir. Est-ce que l'avenir sera favorable ou défavorable? C'est un rituel d'origine étrusque qui a été repris par les latins et donc vous voyez ici qu'il a une signification intéressante. Et je vous renvoie d'ailleurs à de très nombreux textes où notamment le mendiant, où Hugo voit du ciel. Dans l'abîmité du mendiant apparaît un ciel étoilé. Le ciel est ce que cherche ici Victor Hugo, parce que c'est là-dedans qu'il interroge son avenir. Alors Hugo lui-même contemple donc le ciel. Du fait du désespoir qu'il a envahi après les 2 grands drames de sa vie, la mort de Léopoldine et son propre exil, il ne voit plus de ciel. Vous avez à l'opposé de cette métaphore céleste, la métaphore du gouffre. L'exil, l'abîme, la profondeur de gouffres infernaux, c'est là-dedans que Hugo commence son cheminement. Il est tout en bas, il est très très bas, il est terrassé, il est à terre. Et puis cette tension du bas et du haut va petit à petit se créer. L'individu se relève, il se retrouve, il espère, il regarde vers le haut, il désire, desidera, c'est être éloigné de l'astre, c'est regarder vers le haut, les étoiles au loin. C'est-à-dire que petit à petit, eh bien, pour se sauver, il faut se redresser et regarder cette portion de ciel pleine d'étoiles et d'espoir. Donc, de plus en plus loin dans le recueil, au fur et à mesure qu'on avance dans le recueil, eh bien, dans le spectacle de la nature, on va trouver un moyen de s'élever vers le beau, vers le divin, vers la sagesse. Hugo, d'ailleurs, lui-même est très clair dans la préface que je viens de vous lire sur le cheminement qui le conduit depuis le début du recueil jusqu'à sa fin. Je relis ce passage seulement. C'est l'existence humaine sortant de l'énigme du berceau, donc ça c'est la naissance, on a une première énigme, voilà, on est, pourquoi on est, et aboutissant à l'énigme du cercueil, pourquoi on meurt, qu'est-ce qu'il y a après. C'est un esprit qui marche, de lueur, en laissant derrière lui la jeunesse, l'amour, l'illusion, le combat, le désespoir, et qui s'arrête éperdu au bord de l'infini. Vous avez là toutes les sections des contemplations. Au bord de l'infini étant le titre de la 6e. Cela commence, dit-il, par un sourire. Donc là, vous avez toute la première partie que nous n'avons pas au programme, les 3 premiers livres, où il découvre la jeunesse, l'amour, la beauté. Ça continue par un sanglot. Alors nous, c'est ça qu'on a au programme. On commence, on entre dans Bocameae, dans le sanglot, et ça finit
par un bruit de clairon de l'abîme. Donc là, c'est le sens de l'existence, le questionnement du sens de l'existence. Le recueil Les Contemplations comprend en tout 158 poèmes qui ont été rassemblés en 6 livres. Ils ont été écrits durant une période assez vaste, puisqu'on considère que certains ont sans doute été écrits dès 1830, avec une période intense d'écriture entre 1841 et 1855. Il essaie de suivre la chronologie. Parfois, c'est une chronologie fictive, faites attention, c'est-à-dire qu'il date systématiquement ces poèmes, mais ce sont souvent des dates mises a posteriori pour donner une unité chronologique à l'ensemble. Et à travers ces 30 ans, à peu près de 26 ans de vie, eh bien, vous avez une espèce de projet d'autobiographie versifiée. C'est assez audacieux d'utiliser la poésie pour cela. Hein. En général, on utilise plutôt le roman pour faire son autobiographie. Ce recueil, donc, se distingue dans 2 parties absolument symétriques. La première partie s'appelle Autrefois, la deuxième partie s'appelle Aujourd'hui, et nous avons les 2 premiers livres de la partie Aujourd'hui, donc le deuxième moment des contemplations. Elles sont séparées de manière absolument irréconciliable, ces 2 parties. La partie Autrefois, c'est la partie qui incarne la jeunesse, qui incarne la découverte de l'amour, notamment avec Juliette Drouet. Et puis, la deuxième, c'est celle de la fracture, la mort de la République, la mort de son enfant. Cette mort rend ces 2 temporalités absolument irréconciliables. Entre elles, d'ailleurs, entre ces 2 livres des contemplations, vous avez des points de suspension qui sont très émouvants, puisque ces points de suspension entre autrefois, la partie autrefois et la partie aujourd'hui, symbolisent la mort de Léopoldine. Comme si ces 3 points rendaient un indicible. C'est ce qu'on ne peut pas dire, la mort. Il n'y a rien de pire que la mort de son enfant, et il est face là à l'indicible d'un événement qui a tout fracturé, qui a tout coupé, une espèce de cassure irrémédiable, la mort de l'enfant. Alors cette symétrie du monument qui a été créé par Hugo se vérifie dans la section chronologique, puisque entre 1830 et 1856, vous avez 26 ans de vie. Et la mort de Léopoldine est pile au milieu en 1943. Donc on a 13 ans, 13 ans. 13 ans de bonheur et 13 ans de douleur. Entre les 2 parties, c'est donc logé la mort, la tristesse, le désespoir. Il y avait une vie sans la mort, c'était la vie d'avant, la vie de la jeunesse, des amours heureuses, de la foi en l'action politique, puisque le troisième livre de la partie 1 est de réflexion sur la misère humaine et l'envie d'agir en vue d'un gain de justice, d'un gain politique. Vous avez donc cette rupture qui est la mort de Léopoldine et symboliquement de la République. Une fois que la mort s'est invitée, le ton change. De part et d'autre donc, 2 vies différentes, sans commune mesure. Alors je reviens rapidement sur la première partie, qui est la partie autrefois, qu'on va situer entre les années 1830 et 1843. Elle est composée de 3 livres. Premier livre, Aurore, qui est une méditation sur l'enfance, sur les souvenirs d'enfance. Le livre 2, L'âme en fleurs, qui est manifestement la découverte de l'amour, en particulier avec Juliette Drouet. Et enfin la partie 3, le livre 3, intitulé Les luttes et les rêves. Les luttes et les rêves renvoient sans doute à cette vocation politique et sociale d'Hugo, qui a voulu lutter, qui a rêvé de république et de bien-être social. Cette partie, donc, je vous le disais, elle évoque la jeunesse du poète, les premiers émois amoureux, les premiers succès littéraires également, les luttes politiques, cette découverte de la misère du monde qui justifie que Hugo se soit engagé dans des combats politiques durant cette première période. Vient donc la deuxième partie, celle qui nous occupe, qui est au programme partiellement. Aujourd'hui, c'est les dates 1843 à la fin de l'année 55. Le livre étant publié l'année d'après en 56. Là aussi, 3 parties, donc vous voyez la symétrie absolument maintenue. Premier livre, le livre 4, Pokamehae. C'est le livre que nous avons à travailler cette année. Livre 5, En marche. Celui-ci aussi, nous avons à le travailler. Et 6e livre, Au bord de l'infini, que nous n'avons pas au programme, et qui est un livre, on va dire, presque mystique, de redécouverte de la divinité, du sens de l'existence et de la sagesse. Alors, Pokamehae est un texte absolument magnifique. Je suis contente qu'il soit au programme cette année, je suis contente de relire ces textes fabuleux. Il célèbre d'abord les souvenirs d'un père heureux. Et on voit Hugo tenter de communiquer avec sa fille par des biais. Alors on sait qu'il a fait des séances de spiritisme durant cette période parce qu'il voulait vraiment entrer en communication avec l'âme de Léopoldine. Mais on voit surtout tout cet effort pour retrouver quelque chose de cette relation merveilleuse qu'on peut avoir avec son enfant entre 0 et 19 ans. La deuxième partie que nous avons au programme, la partie 5, intitulée En marche,
est un positionnement un peu différent et dont on sent d'ailleurs toute la dimension d'action à travers cette expression « en marche ». Le poète sort de cette phase de pur désespoir et de repli dans le passé qui était voilà, le ressouvenir, les évocations du bien-être familial. Il va retrouver le goût de vivre en se mettant en marche. Alors bien sûr, il y a toute une méditation sur la marche, hein, au sens vraiment de la promenade, mais également de toutes les méditations qu'on peut y pratiquer. Il va redécouvrir l'autre, il va renouer avec des amis, il va renouer avec autrui au sens vraiment très générique du terme. Il va se mettre à aimer à nouveau l'autre, à lui tendre la main dans presque une attitude de charité chrétienne. Et il va aussi accepter petit à petit l'épreuve qui lui a été infligée par Dieu en lui enlevant son enfant. La partie 6, donc, qui n'est pas au programme, est un livre qui est porté par une grande espérance, une quête de révélation de la vérité, dans une vision qui est traversée un peu par des éléments mystiques. On y parle d'anges, d'esprits. C'est un texte assez étonnant. Alors, je pense que, en effet, si on a voulu vous donner simplement le livre 4 et le livre 5, c'est parce qu'ils sont cohérents par rapport à ce dépassement du désespoir dans l'action. Vous avez la partie de désespérance, de ressouvenir, de repli sur soi, et la seconde qui incarne vraiment un renouveau, un retour à la vie, qui se fait à travers la méditation sur la nature, la promenade dans la nature, la redécouverte d'autrui et des siens. Le tout s'achève sur un poème épilogue magnifique, composé de 8 sections, et que je vous invite vraiment à lire, ne serait-ce que pour comprendre le sens général des contemplations, puisque ce texte est dédié à sa fille décédée. Il s'appelle « À celle qui est restée en France », évocation bien évidemment de sa position physique, puisque donc, elle est enterrée en France alors que lui est en exil à Guernesey. Donc nous avons à travailler, je vous le disais, les parties 4 et 5 de la partie 2, ce qui consiste dans 43 poèmes, 17 dans la partie 4 et 26 dans la partie 2. Nous sommes donc dans Aujourd'hui, après la mort de l'enfant, et je vous rappelle que dès la préface des Contemplations, Hugo nous avait averti, ce livre doit être lu comme on lirait le livre d'un mort, et je pense que là c'est très très clair. Il s'agit pour lui d'une mort, celle de sa fille, mais également d'une mort à lui-même. Il a l'impression d'être comme mort. La question qu'on va poser est la suivante: puisque Hugo se sent mort, puisqu'il n'a plus en lui d'énergie vitale, puisqu'il n'a plus la force de vivre et qu'il sombre dans le désespoir, comment écrire? Comment écrire quand on est mort, ou quand on est comme mort? Comment faire pour écrire quand on a sombré dans la désespérance? Et c'est vraiment cette question que je me suis posée pour la dernière analyse que je vous propose, c'est comment se remettre à vivre? Qu'est-ce qui va être le relais à partir de quoi l'auteur va pouvoir vivre à nouveau? La première attitude de Hugo, c'est de refuser d'écrire. Mais il écrit qu'il refuse d'écrire. Et finalement, en écrivant qu'il refuse d'écrire, il tombe dans une espèce de cercle vertueux, puisqu'il va renouer indirectement avec l'écriture. Dans un texte magnifique de la première partie de votre programme, Pauca Meae, qui s'appelle 3 ans après, et qui désigne donc 3 ans après la mort de Léopoldine, il lance un défi à Dieu. Il lui dit, voilà, tu m'as enlevé ma fille, tu m'avais lancé sur une carrière littéraire, est-ce que tu veux que je la poursuive? Parce que si tu veux que je la poursuive, je te lance un défi, toi, Dieu Tout-Puissant, rends-moi ma fille. Si tu veux que je continue à écrire, il faut que tu me rendes ma fille. Donc dans un premier temps, vous voyez bien qu'il y a un refus indirect d'écrire, parce qu'on ne va pas lui rendre sa fille. Dans ce marché de dupes, là, dans ce défi lancé, dans cette espèce d'invective lancée à Dieu, il y a un échec qui est nécessaire. Il ne peut pas faire sans cette nécessité d'accepter la mort de sa fille. Et dans un premier temps, il la refuse purement et simplement. Le ton va s'assagir, bien évidemment, vous pouvez l'imaginer, et l'écriture va forcément, doucement mais sûrement, réussir à s'imposer. Quelle écriture maintenant, hein? Voilà la question. On sait combien Hugo, c'est l'homme de tous les excès. C'est un boulimique d'écriture, c'est un boulimique de dessin, tout y passe. On a vu théâtre, roman, poésie, et pourtant là, on va rencontrer un homme à l'économie, qui en fait peu et qui décide d'écrire beaucoup plus simplement qu'il ne l'a fait jusqu'à présent. Hugo vient de traverser son désert, là, hein. Donc il ne pouvait plus écrire comme avant. D'abord, il n'a plus pu écrire du tout. Hein. Vous vous souvenez de cette période où il se lance en politique parce qu'il n'arrive plus à écrire. Il fallait en sortir. Comment va-t-il en sortir? Non pas en renouant avec l'écriture antérieure, l'écriture très lyrique de son premier romantisme, mais en écrivant extrêmement simplement. Alors la première solution, c'est d'écrire peu, pas au cas, peu de choses,
Paukameae, littéralement, ça veut dire peu de choses ou de pauvres choses, meae pour la mienne ou de la mienne. Ça peut être un génitif, hein, peu de choses de la mienne, littéralement peut-être peu de choses de ma fille, voilà ce qui me reste de ma fille, peu de choses. Mais ça peut être également paukameae au sens du datif, pour ceux qui ont fait du latin ça devrait parler, à savoir peu de choses pour ma fille. Voilà ce que je laisse à ma fille, voilà ce que j'écris pour ma fille. Mais j'écris peu. Et on a des poèmes très simples, très courts. Je vous avais dit qu'il n'y avait que 17 poèmes dans Paukameae alors qu'il y en a 26 dans la partie suivante. Donc en effet, il écrit peu et surtout, il accepte l'humilité de sa position. Je pense qu'à travers ce Pauka, on entend que l'humilité est au cœur des contemplations. Il faut écrire peu de choses. Il faut écrire avec beaucoup de simplicité, avec les mots de tous les jours. Je vous cite une phrase de mémoire, mais vous voyez des pleurs sur ma joue. Vous voyez des pleurs sur ma joue. Une phrase, lorsque j'ai lu, je me suis dit, mais n'importe qui peut écrire ça, vous voyez des pleurs sur ma joue. N'importe qui pleure et peut le dire en ces termes. Dire qu'il ne va pas aller chercher une subjectivité extrêmement complexe, qu'il rendrait par un lyrisme lui-même très compliqué. Il va aller toucher tout un chacun, il écrit à tout le monde, parce qu'il écrit des mots que tout un chacun aurait pu écrire à sa place. Et c'est là que je trouve que Hugo est extrêmement touchant. La douleur d'Hugo, c'est une douleur extrêmement simple et qui l'incite à l'humilité. Ce qui d'ailleurs produit une sorte d'intersubjectivité, c'est un aspect que j'aimerais creuser aussi un petit peu avec vous avant de vous quitter, à savoir que Hugo fait une expérience personnelle, il a perdu un enfant. Mais nous avons tous vécu des choses dures dans notre existence, et au fond, après tout, Hugo sait très bien que la souffrance des uns et des autres, elle se noie dans une espèce de communion. Hugo voit sa souffrance comme l'expression de son humanité. Vous vous souvenez de cette formule que je vous ai lue dans la préface ? Homo sum, je suis un homme. Je ne suis pas d'abord Victor Hugo, écrit-il dans sa préface, je suis d'abord un homme. Et comme tous les hommes, je souffre. La souffrance, c'est universel. Les sentiments qu'elle engendre sont universels d'eux-mêmes. Et les exprimer, ça génère une poésie qui touche à un universel. Raison pour laquelle les contemplations s'adressent à tous les hommes. Les mémoires d'une âme, une âme, on pourrait avoir le sentiment que c'est toujours ce côté très romantique, voilà mon âme, je la mets sur la table, je vous la montre, je mets mon cœur sur la table. Mais cette âme, c'est l'âme de tout humain qui a vécu la douleur du deuil. Il ne parle pas pour lui seul, il parle pour tout le monde. Je vous relis le passage qui, à mon avis, incarne dans la préface cette position. Ma vie est la vôtre, votre vie est la mienne, vous vivez ce que je vis. La destinée est une, prenez donc ce miroir et regardez-vous-y. Alors voilà, les contemplations, c'est un miroir dans lequel on va pouvoir voir sa propre souffrance, sa propre douleur. Alors il dit on se plaint des fois, parfois, que des écrivains disent moi. Il évoque là la critique du romantisme. Les écrivains qui disent moi, ce sont les romantiques. Et il évoque d'ailleurs le discours de ces classiques qui disent mais non, arrêtez de nous parler de votre individualité, on s'en fout de ce que vous êtes vous en tant que sujet individuel. Parlez-nous de nous, leur crie-t-on. Et il répond à ça. Mais lorsque je parle de moi, je parle de vous. Il dialectise, c'est très beau, il dialectise dans cet énoncé, quand je parle de moi, quand je vous parle de moi, je vous parle de vous, il dialectise tout le débat entre le classicisme et le romantisme. Au fond, les classiques, eux, disaient, nous parlons de l'homme en général, de l'homme universel, de l'avare, du misanthrope. Nous parlons de l'humain et non de quelqu'un. Et puis le romantique, lui, il disait, moi je vous parle de moi, Lorenzaccio, moi, Lorenzo, je vous parle de moi, c'est l'œuvre de Musset. Hugo dit non, il n'y a plus de débat ici, je suis en train de subsumer le débat, de le dépasser, de le transcender. Les romantiques parlent d'eux, mais lorsqu'ils parlent d'eux, ils parlent de vous, ils parlent de l'homme universel. Donc, vous voyez qu'un individu peut ouvrir à l'universel. On assiste ici dans ce recueil à une renaissance. Il comprend qu'en écrivant à nouveau Hugo, il va se sauver. En écrivant à nouveau, il va vivre à nouveau. Cette vie, elle s'éveille tout doucement. D'abord dans le refus d'écrire, ensuite dans l'écriture de peu de choses, et puis ensuite dans une écriture qui accepte d'être universelle. La vie s'éveille petit à petit, et on sent que les débuts sont très douloureux chez lui. Il est comme engourdi, on sent une espèce d'engourdissement de tout son être. Il a peu écrit, ou pas écrit depuis des années, et il s'y remet tout doucement. On sent la vitalité qui renaît petit à petit. Pour cela, il fallait s'affronter à ses gouffres, il ne fallait pas les fuir, il fallait oser s'affronter à la douleur, il fallait marcher au milieu de ses cadavres, au milieu des décombres, et il accepte de faire ça. Il part à la redécouverte de soi, il part à la redécouverte de lui-même, c'est pour ça qu'il y a une dimension autobiographique dans ce texte.
de sa vie, de ses souvenirs heureux, de ses souvenirs malheureux, puis de la nature, puis des autres, des secrets de la vie et de la mort. Ça touche finalement à quelque chose d'assez métaphysique en fin de texte. Voilà un recueil qui, tout en étant nostalgique, est un recueil d'espoir, de lutte contre le mal de vivre et contre le deuil. Voilà pour ce que je voulais vous dire. Alors bien évidemment, ce travail doit être relayé par la lecture des textes. Et moi je vous invite, moi c'est ce que je fais pour mes élèves l'année prochaine, c'est-à-dire je prends un texte au hasard chaque jour. Alors moi j'en prends plusieurs parce que j'ai du travail, mais prenez un texte par jour, lisez-le et faites-vous un petit commentaire personnel, relevez quelques citations qui vous intéressent. Ne vous dites pas je vais avoir le concours en ayant tout lu, parce que je pense que ça, on ne retient pas tout des textes, mais les textes, les poèmes qui vous ont vraiment touché, qui vous ont ébranlé et que vous êtes appropriés parce qu'ils font écho en vous, ceux-là, commentez-les. Quelques-uns dans la partie Paokameae, quelques-uns dans la partie En Marche, parce que c'est à travers ces deux pôles que vous allez pouvoir proposer des argumentaires différenciés avec la partie sombre de pur désespoir et la partie de renaissance et de regain d'énergie. Donc travaillez les deux parties, mais travaillez aussi en écoutant votre propre sensibilité. Voilà pour ce cours, je vous remercie de votre attention. Je vous retrouverai donc dans quelques temps pour une petite mise au point, ça sera assez court, sur le texte de Svetlana Alexievitch, et j'essaierai de vous donner quelques éléments de thèmes sur lesquels vous pourriez réfléchir pour aborder les dissertations l'année prochaine. Merci de votre écoute et de votre fidélité. À bientôt.